Les personnes qui ont peur de la concurrence, elles se mettent elles-mêmes une pression qui ne sert à rien. Parce que à partir du moment où tu as compris que la concurrence est salvatrice, eh ben, tu ne t'en fais plus. Et c'est très important dans notre métier de comprendre que finalement, la concurrence, il n'y en aura jamais vraiment si tu appliques les conseils qu'on te donne. C'est-à-dire te spécialiser. Des coachs généralistes, il y en a 1 milliard. Donc là, c'est même pas qu'il y a de la concurrence, c'est que le marché, il est saturé. Maintenant, si tu es généraliste, bon, je pense qu'on entend mon fils en train de hurler derrière. Donc, désolé, il vit sa meilleure vie. Donc, ouais, si tu es généraliste, en fait, tu vas avoir 20 milliards de concurrents. Et encore, c'est pas un problème. Parce que si tu es bon, tu es bon. Mais si tu es spécialiste, en général, plus tu vas vers un marché de niche déjà, et moins tu auras de concurrence, ce qui est logique. C'est parti, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui s'appelle l'heure des coachs. Comme vous pouvez le voir, je me la pète grave, il y a des palmiers autour de moi parce que je suis en pleine vacances. Vous êtes coach sportif ou vous voulez devenir coach sportif, eh bien, vous êtes au bon endroit. Merci à vous de votre écoute, de votre attention. Gary, c'est à toi. Salut à tous, salut à Mathieu qui est en vacances et qui profite de ce beau moment loin de France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, on va parler de la concurrence. Donc on avait déjà fait un épisode dans la saison 1 comme quoi la concurrence était salvatrice. Donc la vidéo s'affiche juste là si vous l'avez pas regardé, très important. Et aujourd'hui, on va plus axer notre discours, notre débat peut-être sur le fait qu'en fait la concurrence dans le coaching sportif en France, elle est inexistante et c'est un vrai problème. On va vraiment discuter de ça dans les prochaines minutes. Donc surtout, restez jusqu'au bout. C'est très important pour déjà pour nourrir votre réflexion, être plus conscient de l'écosystème français du coaching et du fitness autour de vous. Et avant de continuer, un like, 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous. C'est hyper important. On est bientôt 600 sur YouTube. Ça va faire plaisir. Je pensais que ça allait être avant la fin de l'année. C'est bien avant la fin de l'année, donc ça fait plaisir. Donc, let's go. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de la concurrence en France? Elle est existante? Elle est inexistante? Ah Qu'est-ce qui bah, te comme met tu as dit, c'est le problème. Alors, avant de commencer, est-ce que tu m'entends bien parce que je parle à travers mon... Ok, Ouais. parfait. Et on notera également que j'ai une moustache incroyable avant Movember. Voilà, c'est parfait. Moi, je pense que la concurrence, en réalité, les personnes qui ont peur de la concurrence, elles se mettent elles-mêmes une pression qui ne sert à rien. Parce que à partir du moment où tu as compris que la concurrence est salvatrice, eh ben, tu ne t'en fais plus. Euh, et c'est très important dans notre métier de comprendre que finalement, la concurrence, il n'y en aura jamais vraiment si tu appliques les conseils qu'on te donne. C'est-à-dire te spécialiser. En fait, des coachs généralistes, il y en a 1 milliard. Donc là, c'est même pas qu'il y a de la concurrence, c'est que le marché, il est saturé. Maintenant, si tu es généraliste, bon, je pense qu'on entend mon fils en train de hurler derrière. Donc, désolé, il vit sa meilleure vie. Donc, ouais, si tu es généraliste, en fait, tu vas avoir 20 milliards de concurrents. Et encore, c'est pas un problème. Parce que si tu es bon, tu es bon. Mais si tu es spécialiste, en général, plus tu vas vers un marché de niche déjà, et moins tu auras de concurrence, ce qui est logique. Tu vois, si tu fais de la perte de poids lambda, tu vas avoir 1 milliard de concurrents. Par contre, si tu cibles les professionnels de la santé qui n'ont que 30 minutes à t'accorder par semaine, là, on est déjà sur un marché qui est un peu différent. Donc, je pense que ouais, il y a de la concurrence, mais la concurrence, c'est jamais mauvais en fait. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Gary? Je pense que déjà, si on va à la cause du problème, ça remonte encore à Du problème. l'éducation. Ça remonte à l'éducation à la française parce que la compétition, plus les années avancent, et les gens, en tout cas dans l'éducation à la française, c'est mauvais, la compétition, alors que la compétition, c'est top. Donc plus il y a de compétition, plus il y a de concurrence, plus en fait on s'élève et plus on innove et on devient meilleur tout simplement. Donc la compétition n'est pas une mauvaise chose. Hein. Tu sais, à un moment donné à l'école, ils avaient enlevé les notes et c'était les couleurs pour les enfants. Vert, rouge, pourpre, jaune, orange, je sais pas quoi. Parce que, ah là là, c'est mal vu. En France, on n'a pas l'habitude de la compétition. La compétition, c'est mal. Moi, en ayant fait pas mal de compétitions, que ce soit en lutte ou en compétition même physique, je sais que c'est ça qui te transcende, c'est ça qui te fait c'est devenir meilleur. Et c'est encore mieux quand tu as un rival, quand tu as des rivaux, mais notamment un rival, c'est encore mieux. Surtout, ça te pousse à aller plus fort. En musculation, c'est pareil. Quand j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, euh,
je m'entraînais avec un gars qui était plus petit que moi, mais qui était sportif de haut niveau, mais depuis plus longtemps que moi. Et en fait, le fait qu'il me pousse plus au coucher que moi, ça m'a permis d'aller plus loin, plus vite que si j'avais été tout seul. Peut-être que je me serais même pas entraîné et peut-être que le résultat aurait été différent. Donc en fait, dans le coaching et dans le business, c'est exactement la même chose. Le fait qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, il y a deux façons de voir la concurrence. Il y a, de toute façon, ça vient de livre, hein, tout simplement. Il y a la notion d'océan bleu et il y a la notion d'océan rouge. Océan rouge, c'est quand il y a beaucoup de concurrence à ce moment-là. Donc tout le monde, le rouge, ça symbolise le sang. Donc le sang rouge, c'est exactement ça. Et l'océan bleu, à l'inverse, c'est là où le sang est paisible, où en fait il n'y a aucune concurrence. Donc en fait, chacun peut choisir le type d'océan qu'il veut. Et encore est-il, qu'il faut que ça lui plaise aussi. Voilà pour un petit aparté. Ouais, l'océan. Bah ouais, moi l'océan bleu, je le vois bien là en plus en ce moment. Voilà, je suis un gros connard. Ah ouais, regarde ça, je te bats. C'était facile, mais Ouais, c'était... bref. Ah ouais, t'inquiète. Ouais, donc, tu sais quoi, moi j'ai envie de dire, la concurrence, tu vois, on parlait de généralistes et de spécialistes. Bon, ils ont poussé la musique pile maintenant là. J'espère vraiment que tu m'entends bien. Mais je crois qu'avec le casque, en fait, c'est plutôt pas mal. Ouais, et je vais faire ça plus souvent. Ouais, quand tu es généraliste et quand tu es spécialiste, c'est important aussi de noter la différence. Mais même quand tu es généraliste, la concurrence, elle est salvatrice dans le sens où il faut comprendre une chose très importante. Toi, avec tes capacités, ton budget, tes moyens de communication, tu vas toucher une petite partie de la population qui est concernée par ton service. Et si on dit que tu touches 5% de la population qui est intéressée par ton service, sache que ton concurrent va toucher lui aussi 5%. Les 5% que lui va toucher, c'est pas dit qu'il les inscrit. Ce qui veut dire qu'à vous deux, vous aurez touché 10% de la population. Les 10% de la population, c'est des gens qui vont avoir un intérêt pour ce que tu proposes. Et en réalité, j'ai un morveux qui veut venir s'incruster dans le podcast. Et en réalité, plus il y a de concurrents et plus vous allez toucher une part de marché qui est importante. Et derrière, plus tu es bon dans ce que tu fais et plus tu sortiras du lot. Ce qui veut dire que toi, tu vas faire de ta publicité et ton machin, tu vas toucher 5%, ton concurrent, il va toucher 5%, l'autre concurrent, il va toucher 5%, ainsi de suite, jusqu'à peut-être toucher 50% du marché. Sur les 50% de gens qui vont être touchés par ça, si tu as un taux de transformation qui est intéressant et que tu es bon dans ce que tu proposes, eh ben, tu vas gratter pas mal chez tes concurrents grâce à eux, parce que eux, ils auront suscité l'intérêt des autres et c'est toi qui vas récupérer le truc. Donc c'est encore plus intéressant la concurrence. Si tu as peur de la concurrence, il y a deux possibilités. Soit tu es nul à chier, dans ce cas-là, change de métier, ou alors tu es nul à chier, change de métier. Non Non, mais puis tu vois, non. non, puis je dirais même qu'en fait, si tu as le temps de regarder la concurrence, en fait, c'est que tu gagnes pas assez et que tu as le temps de voir la concurrence, quoi. Normalement, quand tu es dans ton truc, t'as pas le temps de voir ça. T'as pas le temps de parler mal ou dire des choses mauvaises à tes concurrents. Souvent en France, c'est ça. Hein. C'est ah, t'as vu lui? Ah, il fait moins bien que moi. Ah, pas bien. Ouais, super. Si tu dis ça à quelqu'un, une tierce personne, il va se dire que si tu dis ça à quelqu'un qui est pas là, il va faire la même chose de toi. Donc, bon. On notera quand même que Gary, il est vraiment très en colère hein, contre l'éducation à la française, contre les barrières qu'on inculque dans le milieu de l'éducation nationale et tout ça. Ah bah tout Le le monde. mec est en colère. Ouais, bah après, j'ai envie de dire, c'est à nous de sortir de là et d'utiliser nos propres filtres, de sortir de ce qu'on nous a mis dans la tête pour arrêter d'être lisse et essayer de mettre en avant nos réelles capacités. Mais c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Bref, la concurrence, en réalité, déjà, t'es pas censé te focaliser dessus. De deux, t'es pas censé cracher dessus parce que, en fait, en faisant ça, tu vas te dénigrer toi-même. Tu peux être capable de donner du positif au sujet de tes concurrents. Ça va au contraire montrer aux personnes avec qui tu vas parler ton sérieux, tu vois. Moi, j'en parlais avec Marion qui est à côté de moi. Tu sais, vu qu'elle fait du drainage lymphatique. Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, c'est censuré, Malone, bouge de là. Voilà, c'est mon fils en direct sur le podcast. Ouais, Marion, elle fait du drainage lymphatique et c'était une des premières à faire du drainage lymphatique. Et en fait, il y a plein de nanas qui ont vu la poule aux œufs d'or et qui ont commencé à se lancer dans le drainage. Et tu sais, elle était là, ah ouais, mais elle en plus, elle est venue chez moi.
elle a regardé ce que j'ai fait, elle s'est inspirée de mes trucs, elle, nanana. Mais en réalité, moi, je lui dis à chaque fois, la concurrence, c'est du bonus. Parce que toutes ces personnes-là, elles vont aller créer des nouveaux prospects pour toi. Et vu que tu sais ce que tu fais et que tu es balèze dans ce que tu fais, eh ben, en fait, ça va aller. Et finalement, elle a toujours une liste d'attente qui est blindée et elle continue de cartonner parce qu'en vérité, elle déchire grave. Bon, ben, écoute, apparemment, il y a un petit naturiste derrière, en slibard, qui a envie de venir. Donc, on va le laisser faire sa vie. Ouais, donc voilà, arrêtez de vous prendre la tête. La concurrence, en fait, c'est pas qu'elle est dangereuse, c'est qu'elle est, on le répète, salvatrice. Mais à partir du moment où tu es généraliste, tu auras beaucoup plus de concurrence que quand tu deviens spécialiste. Mais c'est ça, au final, ton exemple, il est très bon. C'est en fait, les personnes, dès qu'il y a un concurrent, dès qu'il y a quelque chose quelqu'un qui fait la même chose, en tout cas, qui fait supposément la même chose, l'ego va être touché. En mode, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire pour me débattre de ça, me sortir de ça. Alors qu'en fait, en effet, c'est mieux. Ça sera pas la même chose parce qu'on est tous singuliers, on est tous uniques dans notre genre. Donc, il y a des personnes, en effet, quand tu tout à l'heure au début du podcast, 5%, 5%, 5%, etc. Ça va remuer, on va dire, la fourmilière. Et il y a des personnes qui vont accrocher avec coach 1, d'autres qui vont plus accrocher avec coach 2, et d'autres qui vont pas apprécier coach 2. Ils vont dire, bon, j'essaye coach 2, bah, ça marche pas, je j'accroche pas, bah, je vais aller coach 1. Donc, en fait, c'est ça, c'est un peu remuer la fourmilière, pouvoir dire, voilà, le coaching, 2 points, c'est ça avec moi, c'est ça avec moi. Et justement, c'est là que le personal branding, la marque personnelle rentre en jeu, parce qu'on est tous uniques, on a tous un passé différent, on a tous un parcours différent, on a tous des spécificités différentes, du positif à donner, et c'est ça qui fait la différence, quoi. Personne n'a la même histoire personnelle, et c'est ça qui fait qu'on va plus accrocher les personnes que d'autres. Par exemple, ça soit Mathieu et moi, nous, on a la capacité à pouvoir faire prendre du coaching à des personnes qui ont un niveau zéro, qui n'ont jamais été en salle de sport avant, qui sont déjà parents, etc. Et ça, je sais d'expérience que c'est pas le cas de tous les coachs, même loin de là. C'est le plus difficile d'ailleurs de faire passer de personne qui a jamais fait, quelqu'un de 40, 50 ans, 60 ans, qui a jamais fait le sport, jamais été en salle. Bah nous, on arrive à le faire et on peut redire comment, pourquoi, mais ça pourrait être l'objet d'un autre podcast encore. Et je sais que la majorité des coachs, tu vois, que je connais, que je côtoie et que j'en connais un max maintenant, généralement ils vont coacher des personnes autour de leur âge ou de quelque chose qu'ils ont déjà vécu, déjà subi. Par exemple, voilà, ils ont été skinny et du coup ils le sont plus, donc ils vont coacher dans ce qu'ils ont déjà connu. Et tu as des coachs qui sont un peu plus caméléons. Moi, j'ai coaché de 14 ans à 80 ans, tu vois, 20, 30, 40, tous les âges, tous les profils, tout le plus possible. Vraiment pas de frontières, pas de barrières. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Donc c'est intéressant aussi de se positionner sur quel type de client je veux avoir et aussi quel type de personne je ne veux pas avoir pour ma clarté mentale et surtout pour ma tranquillité d'esprit. Ça peut être pas mal aussi. Ça aussi, c'est un autre sujet parce que au début, tu prends le tout venant et au bout d'un moment, tu commences un peu à avoir le privilège, j'ai envie de dire, de décider avec qui tu veux travailler. Et ça, c'est grave cool. Par rapport à ce qu'on explique au niveau de la concurrence des 5%, des 10% et des machins, et de coach 1 et coach 2 surtout, moi, l'exemple que j'ai envie de donner, c'est que tu vois, il y a des coachs qui sont très bien référencés sur Internet. Donc, les gens vont taper coach sportif et ils vont aller chercher chez le premier venu. Et cette expérience-là, on l'a eu au niveau Colmarien, au niveau du studio. Parce que bah, c'est pas moi ou c'est pas un des coachs qui intervient chez moi qui est numéro un, tu vois, au niveau du référencement. Et bah, il y a un coach qui sort du lot par rapport à son référencement. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il bosse sur le SEO, etc. Mais il ressort au-dessus. Et ben en fait, bah, j'ai eu quelques personnes, j'en ai déjà eu une première personne qui est venue en me disant oui, j'ai déjà fait du coaching, mais j'ai pas aimé la façon de travailler de cette personne. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ben, moi, je suis beaucoup plus dans l'humain. Donc la première séance, on va beaucoup parler, on va beaucoup échanger, on va faire des tests, on va regarder un peu comment ça se passe. Et ensuite, bah, je prends le truc, quoi. Et ça s'est très bien passé. La personne m'a dit, ah oui, mais en fait, ça n'a rien à voir dans le sens où toi, tu es à l'écoute de mes besoins, tu es à l'écoute de ce que je veux et tu es à l'écoute de mes capacités physiques. Et je lui ai demandé de m'expliquer. Et en fait, il s'avère que le coach en question, il a fait faire à une personne qui n'avait jamais fait de sport de sa vie, échauffement 10 minutes d'éco-bike dans la dernière minute à fond. Mais tu sais que moi, tu me fais ça, je décède. Et pourtant, je suis sportif confirmé en quelque sorte.
Mais 10 minutes d'éco-bike dans la dernière minute à fond, ce n'est pas possible. Tu vois, un moment, si tu fais faire ça à tout le monde, et en fait, je me suis dit, bon, ok, c'est une erreur du coach, ce qui arrive, hein, ça peut arriver. Et ben non, puisqu'il y a des autres coachs du studio qui ont récupéré des clients de ce coach-là, et en fait, ce qui revenait, c'est qu'il les massacrait. Tu vois, donc il y a une clientèle qui est avide de ça et qui va aimer ça. Mais c'est une clientèle de sportifs confirmés qui cherchent à se dépasser encore plus. Mais quand tu es débutant, t'as pas envie de faire 10 minutes d'éco-bike, t'as pas envie qu'on t'éclate la gueule et que tu vomisses à la fin de ta séance. C'est peut-être pas ça le concept pour faire accrocher avec le sport. Donc, tu vois, quand on dit coach 1 ou coach 2, oui, en effet. Mais parfois, coach 1, il a tendance à oublier que tout le monde n'est pas dans le même moule et il faut être capable de s'adapter, hein. Le rôle numéro 1 du coach, c'est l'adaptabilité. Donc voilà, coach 1, coach 2, ouais, ça peut changer beaucoup et c'est pas parce que vous êtes bien référencé que vous êtes les meilleurs coachs du monde. Et c'est important de toujours se remettre en question, quoi qu'il arrive. Et Mathieu, tu veux que je t'avoue un secret? Non, j'aime pas ce genre de phrase. T'as des enfants cachés? Non, je crois pas. Ok, vas-y, dis-nous un secret, Gary. Je n'ai jamais fait d'éco-bike. Oh bordel. Ok, bah t'as de la chance alors. Mais je sais ce que c'est T'as de la déjà ça. chance. Bah le jour où tu viens au studio, je te ferai tester, tu verras. Merde. Oh non, bah, Parce que non, t'as c'est là. mort. Je viens plus, c'est mort. Oh, je ne vais. Oui, je ne peux plus. Je suis interdit de séjour du côté de l'Alsace. J'ai kidnappé un manala, les petits bonhommes de Noël où j'ai volé des bretzels. Euh, L'éco-bike, en fait, tu as l'assaut-bike et l'éco-bike. Tu vois les deux, tu vois à peu près. Et en fait, l'assaut-bike, c'est la version gentille parce que les pales de l'hélice, elles sont fines. Donc en fait, ça fait zzz, 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 zzz. La résistance à l'air, elle n'est pas incroyable. Par contre, l'éco-bike, la pale, elle est épaisse comme ça. Donc en fait, c'est un gros zzz, 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 zzz. Et en 1 minute, tu peux vomir à peu près. Ah, Voilà. ok. Oui, bah, de toute façon, oui, c'est un truc à vomir, ça. Bah, c'est un truc de crossfitter, donc t'as deviné déjà, hein. Dédicace à Ouais. tous les crossfitters. On On vous les aime. embrasse. C'est QFD. Voilà, celle qu'il fallait démonter. Toujours. Ouais, en tout cas, oui, cette histoire de concurrence, vraiment, c'est important de comprendre une chose. Et je pense que je vais insister là-dessus et que je vais toujours être aussi cru dans mes propos. Mais c'est une question de mindset, encore une fois. Et si vous n'avez pas regardé l'épisode sur le mindset, Gary pourra vous faire un petit truc là où vous êtes cliqué à gauche, à droite ou dans votre cul. Mais le mindset, on a un épisode intéressant là-dessus et c'est important de comprendre que c'est ton état d'esprit qui va te permettre de sortir ou pas de ce qui te retient et de ce qui t'enchaîne. Tu vois? Là, on m'a offert un bouquin qui s'appelle On ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, merci à toi qui m'as offert ce bouquin. Ah bah, en fait, c'est marrant, oui, bah, on peut pas plaire à tout le monde et on se fout nous-mêmes des chaînes. Et ça sert à rien de se foutre des chaînes. Parce que quand tu auras compris que les chaînes, c'est toi-même qui te les as mis dans la tête, eh ben, peut-être que tu sortiras de là. Et là, c'est exactement pareil pour la concurrence. C'est une histoire de mindset et de chaîne que tu te mets dans la tête. Ouais, mais s'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de personnes qui peuvent venir prendre mes services. Ben non. Parce que plus il y a de concurrents et plus il y a de gens qui sont sensibilisés à ce que tu proposes. Là, je fais un parallèle avec ça. Voilà. Je suis en vacances, je me la pète grave, ouais. Mais je me rends compte en sortant de mon univers de salle de sport. Tu vois, je suis dans un studio de coaching. Je travaille entre 8 et 12 heures par jour. Quand je suis pas là, je vais m'entraîner dans une salle qui est autre, dans laquelle je m'entraîne 1 heure et demie par jour. Et en fait, je suis tellement matrixé dans mon monde que pour moi, les gens bien gaulés et les gens sportifs, il y en a partout. Là, je suis à Lanzarote, donc aux Canaries. Il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, quelques Français. Et en fait, je me rends compte de l'état physique des gens, sans méchanceté aucune et sans vouloir blâmer. Mais tu vois, je me rends compte de l'état dans lequel les gens sont. Déjà, leur corps, ils sont en souffrance. Mais vraiment, tu vois, des mecs avec des ventres genre tendus au max, avec graisse viscérale au taquet. Tu vois, des femmes complètement syphosées, machin. Vas-y, qu'il y a du lipœdème à droite à gauche, de la rétention d'eau. Tu vois, les gens, ils sont physiquement dans un sale état. Et quand tu sors de ton monde de coach sportif qui vit dans des salles de sport et qui voit des gens gauler toute la journée, et ben là, tu te rends compte qu'en fait, le principe même de faire du sport, il n'est pas acquis pour tout le monde. Et loin de là. Et
le principe de coach sportif qui accompagne les gens pour faire du sport, il est encore moins acquis. Donc là, j'insiste sur ce truc-là. Maintenant que je suis ailleurs dans le monde et que en fait, je sors de mon matrixage de coach sportif, comprenez bien qu'en fait, on a l'impression que tout le monde fait du sport, mais vraiment, on en est très très loin. Donc arrêtez d'avoir peur. Il n'y a même pas un quart de la population française qui est sensibilisée à ce que vous proposez, et il n'y a même pas un quart de la population française qui est sensibilisée au fait de l'importance de la pratique d'une activité sportive. Donc allez-y, n'ayez pas peur et sensibilisez un maximum de personnes. Et plus il y a de concurrence, et plus les gens seront sensibilisés à ça aussi. Ah non, c'est clair. Et puis justement, en France, les gens ne sont pas assez éduqués au sport. Les gens sont encore moins éduqués au coaching. Ils sont pas éduqués au sport parce que bah, déjà à l'école, le professeur de PS, bah, allez vas-y, cours, allez vas-y. Et le sport de PS est souvent mal vu par ses collègues aussi, donc ça aide pas. Donc le sport, c'est souvent c'est une contrainte, ça t'est forcé. Et le sport à l'école, ça t'est forcé, ça t'est contraint. Alors que sans t'expliquer pourquoi du comment, peut-être que les jeunes seraient plus OK à en faire. Toi, si c'était plus fun, plus ludique, se courir sur un terrain 3 fois 500 mètres avec un bâton dans les mains, bien, on a vu plus fun. Donc ça pourrait changer la donne. Et puis après, ouais, les gens ne sont pas assez éduqués au coaching. Tu vois, par exemple, moi, ma mère, à chaque fois que tu disais sport, elle disait non, non, me dis pas sport, ça me donne des boutons. Tu vois, moi, j'ai une famille vraiment vraiment non sportive. Zéro sport. Ben, allergique au sport. Je m'excuse, je te coupe, hein, mais tu vois, les interventions qu'on a fait récemment en dehors du studio à essayer de sensibiliser les gens sur l'importance de l'activité sportive, c'est ce que je te disais. Les gens, ils te disent, je suis anti-sport. Ah non, non, mais jamais de la vie, le sport, je suis anti-sport. Donc, ouais, c'est incroyable. Vas-y, je te laisse continuer. Après, rappelle-moi de revenir sur l'éducation nationale et le sport à l'école. Vas-y, je t'en prie, continue. Donc, tu es d'une famille qui n'est pas sportive. C'est ça, anti-sport, allergique au sport, ça c'est les mots de ma mère, etc. Et chez moi, bah, personne fait vraiment du sport. Enfin, personne en fait, hein, ça n'a pas changé. Et c'est là qu'on voit, en fait, vu qu'on est dans un microcosme de la salle de sport. Moi, je suis en salle depuis, bah, j'ai 30 ans, je suis en salle de sport depuis j'ai 15 ans. Donc, la moitié de ma vie, c'est la salle de sport. Et avant, c'était lutte. Donc, j'ai vu que des corps musclés. Et à l'époque, même quand j'étais ado, j'avais tous les muscle and fitness et les flex que je lisais avant de dormir chez ma grand-mère, tu vois. Donc, j'avais que des bodybuilders hyper bah, chargés aussi pour le coup, ce que je ne savais pas à l'époque parce que j'étais jeune et naïf. Donc, moi, mon cadre de référence, il a toujours été vachement haut. Donc aujourd'hui, même moi qui là, c'est en bon surpoids, là, je suis 1m82 là pour 100 kilos aujourd'hui, hein, j'ai baissé. Bah, pour n'importe quelle personne lambda, si je dis que je fais plus de 100 kilos, il y a personne qui me croit. Parce que je reste quand même vachement bien par rapport, par rapport à même n'importe qui. Mais mon cadre de référence, il a 84 kilos. À 84 kilos, c'est là où je suis vraiment, je défonce tout. Bien, niveau. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Donc l'éducation au coaching, elle est vraiment très très faible, trop faible en France. Et le fait qu'il y a plus en plus de coachs qui s'y mettent avec leur propre vibe, leur propre positive attitude, leur propre façon de faire, ça va sortir des gens de leur grotte et ils vont commencer à s'y intéresser. Enfin, ah, toi, tu as un axe qui me parle. Ah, c'est pas, ah, ça me parle bien. Et c'est ça qui va faire la différence, justement, de revenir à la base, le pourquoi du comment. Et c'est comme ça que Matt et moi, on arrive à avoir des personnes qui seraient sûrement jamais venues avec d'autres coachs ou qui seraient jamais mis au sport si on n'avait pas été là. Moi, j'en suis persuadé de mon côté. Mathieu, pareil. Quand si vous allez un jour, vous avez la chance d'aller dans son studio, vous allez avoir une atmosphère et des gens vraiment. Pour moi, ils auraient jamais été dans une salle classique lambda. Ou s'ils l'ont été, ils ont vu une grande différence chez Mathieu, parce que dès que vous mettez un pied euh, chez ma résolution, c'est un autre univers. C'est un autre univers. Donc ça, c'est cool. C'est bon pour moi, Ah ouais, Mathieu. mais on se marre bien. Donc, l'éducation nationale, c'est juste la petite aparté, mais tu vois, le sport, dédicace au prof de PS. Eh, Jean Val, si tu nous regardes, c'est un de mes potes qui est maintenant prof, après maintes et maintes galères, il était prof de français, maintenant il est prof de PS. Voilà, donc il met les petites lunettes avec, tu sais, le survêt, là, on voit la matière du survêt un peu imperméable, et les lunettes de soleil sur la tête. Mais en fait, l'éducation nationale et le sport dans l'éducation nationale, non, c'est clair que ça n'encourage pas des vocations. Parce que bah, j'en parlais récemment, regarde le cross. Tu sais, on a tous dû courir le cross collège ou primaire. Et en fait, tu dis à tous les élèves, peu importe leur morphologie, peu importe leur capacité physique, peu importe leur embonpoint, tu leur dis, vous courez la même distance. Et on va vous classer en fonction de l'arrivée à laquelle vous allez arriver, tu vois. Comment est-ce que tu veux ne pas créer des traumatismes pour certains gamins?
Moi, je me rappelle, le cross, j'ai dû le courir, mec, j'étais un gros. Et encore, ça va, tu vois, j'étais un gros qui courait. Mais t'imagines quand, si tes parents, en fait, à cet âge-là, tu es tributaire de tes parents, tu n'es pas encore décisionnaire par toi-même. Tu manges pas ce que tu prépares toi à manger. Euh, Ton cadre de référence, c'est tes parents et ce qu'ils t'ont inculqué. Si tes parents, c'est monsieur et madame Burger King, McDo, mangent devant la télé, boit du soda et machin, eh ben, tu vas arriver, tu fais pas d'activité physique et tu vas te retrouver face à Jean-Baptiste qui fait de l'athlétisme depuis qu'il a 4 ans et ses parents sont sportifs de haut niveau. Ben, amuse-toi à John Kevin face à Jean-Baptiste. Toi, tu es génération Burger King, malbouffe, pas de sport, face à Jean-Baptiste qui galope. Vas-y, ok, vas-y, va courir. Quand tu arrives, eh ben, ça va bien te créer des bons gros traumatismes. Et on va encore venir, parce qu'à cet âge-là, les enfants sont méchants. On va encore te dire, alors, Bouboule, tu t'en es pas sorti et machin et compagnie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Bouboule, il va s'en rappeler jusqu'à ses 40 ans. Et ça, c'est pas logique. C'est comme bah, tu prends la piscine. Gary, tu prends des gamins, tu leur dis, on va à la piscine. Tu es au collège, tu es au lycée. Donc, les années où tu es le plus mal dans ta peau. Et tu leur dis, tout le monde en maillot de bain. Que tu sois une fille ou un garçon, tout le monde en maillot de bain. Que tu sois à l'aise dans ton corps ou pas, tout le monde en maillot de bain. Et hop, on y va. Mais comment c'est possible? Tu sais quoi? Là, je vais te faire un truc. Je sais pas nager. Enfin, je nage, je me démerde, tu vois. Je coule pas. Mais je suis pas plus à l'aise que ça. En primaire, j'ai failli me noyer. On a dû me choper avec la perche et plonger pour me choper. Ça m'a bien traumatisé. Au collège, j'étais un petit gros. Je ne me baignais pas parce que j'avais pas envie de montrer mon corps aux autres. Et je me suis pris des zéros parce que je me baignais pas. Mais est-ce que quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu as envie de te mettre torse nu devant des gens en petit slibard alors que tu n'es pas à l'aise avec ton corps? Personne. Au lycée, il s'est passé exactement la même chose. Sauf qu'au lycée, j'étais révolté, tu vois, je commençais à penser par moi-même. Donc au lycée, qu'est-ce que je faisais? Je n'y allais pas et je me dispensais moi-même des cours en disant que j'avais mes règles. Et ma prof, elle me disait, mais t'es un garçon, t'as pas tes règles. Je disais, si les filles, elles ont l'excuse d'avoir leurs règles, eh ben moi, j'aurais mes règles et des verrues à chaque fois qu'il y a cours de piscine. Je ne suis pas allé à un cours de piscine entre la cinquième et la terminale. J'ai pas fait un cours de piscine. Mais tu vois, c'est hyper violent dans la société dans laquelle on vit de se dire, OK, eh ben, on va prendre des gamins qui sont déjà pas à l'aise dans leur peau et on va les foutre en slibard les uns devant les autres. Et même s'ils sont méchants entre eux, on n'en a rien à foutre. On va les laisser se démerder et ils vont aller à la piscine. Le nombre de personnes qui sont fait traiter de bouboule, gros lard, la grosse, l'acnéique, tu vois, la calculette. Eh, t'as des boutons dans le dos, t'es une calculette. Eh, regarde, lui, il est gros, il a des nichons. Eh, on va l'appeler Pamela Anderson. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est juste aberrant dans la société dans laquelle on vit. Parce que tu crées des traumas. Après, t'étonnes pas que les gamins, ce soient des gros et qui soient anti-sport, justement, et qui veulent pas aller faire de la piscine ou de la natation. Parce que t'as niqué leur vie, quoi. Bref, c'était ma petite aparté parce que je trouve que c'est vraiment naze. Et Non, mais on peut parler de tout dans ce podcast. Donc voilà, c'est dit. non, mais tout passe par là. Moi, j'ai trois choses à revenir sur l'éducation nationale, là, sur le PS que tu disais. La première, c'est le dédain que les autres professeurs, français, philo, maths, tout ce que tu veux, qui ont contre le prof de sport, qui même eux, en tant qu'adultes, disent que le sport, ça sert à rien. Donc, ils encouragent même les enfants à ne limite à pas y aller et à se mettre des mots ou à pas y aller, quoi. C'est assez terrible. Ou de pas respecter l'ordre et d'avoir son téléphone pendant les cours, quoi. Tu vois, c'est surtout pendant le sport. C'est assez particulier. Et surtout, Ouais, moi je le vois bah souvent. c'est. Moi, au niveau piscine, j'ai eu le même problème que toi. Moi, je sais ne pas couler, mais pour moi, mettre la tête dans l'eau pour faire la fameux crawl là, c'est impossible. J'arrive pas à mettre la tête dans l'eau, faire les trucs, j'arrive pas. Donc en fait, moi, t'as une falaise. C'est au lieu de glisser sur l'eau, moi, je me bats contre l'eau, je fais ça, moi. Donc je fais 100 mètres, après, je suis congestionné et c'est fini. Ouais, bah c'est pareil. Allez. C'est exactement pareil. Je coule, en fait. Je coule. Je suis trop dense pour aller dans l'eau. Mais ouais, ouais. Après, déjà, regarde bien l'importance qui est accordée au sport. On va te foutre de l'art plastique. On va te dire, apprends à pyrograver. Faut que tu aies un crayon HB et 2B. Voilà, il faut que tu saches foutre tes doigts sur une flûte. Mais par contre, le sport, ça va être 2 heures par semaine. Ouais, ouais, 2 heures. Et on va faire quoi? Bah, tu vas courir ta gueule. Hop, va courir. Hop, ta gueule. Tu vois? C'est pas logique. Pourquoi vous n'accordez pas plus de crédit au sport? Et bon, après, moi, dans mon collège, en tout cas,
le prof de sport, il a baisé toutes les autres profs. Donc je pense qu'il n'y avait pas de dédain pour sa bite. Et souvent, les profs de sport, c'est des queutards. Donc je dirais rien là-dessus, tu vois. C'est Mais vrai. ouais, l'importance qui est accordée au sport, elle est minime, elle est ridicule. Et si on changeait ça, je pense que ce serait plus intéressant. Mais après, les nouvelles générations commencent à avoir des trucs un peu cool, tu vois. Ils font, j'ai vu qu'il y a des fois des initiations au cirque, à la boxe, ou des trucs comme ça. Donc ça devient intéressant. T'as même des cycles musculation. Oui. Musculation, il y a de plus en plus. Après, c'est relativement opaque. Moi, comme tu sais, j'étais en STAPS. Et quand tu vas en STAPS, la voie la plus ancienne, c'est pour être professeur de PS. Tu vois, c'est en STAPS que tu vas. Tu passes le CAPEPS, Master, etc. Et en fait, j'ai beaucoup d'amis du coup qui ont voulu faire pro de PS ou qui sont devenus pro de PS au final. Bon, déjà, c'est des barèmes. Tu sais, s'ils ont une copine, ils sont obligés, ils sont poussés, on va dire, à se paxer, limite à se marier pour avoir plus de points, pour pas finir dans un Z de France, tu vois. Tu vois, c'est quand même sympa. Tu gagnes 1400 euros par mois. Enfin, tu gagnes 1400 euros par mois après 5 ans d'études plus un concours national extrêmement dur. Obligé d'avoir des points, d'être loin du machin, sinon tu te retrouves dans une ville ou dans un collège que t'as pas envie. Et en plus de ça, quand tu te lances, quand tu as ton cap, ça, t'es bien, t'es heureux, t'es super, c'est cool. Tu dis, ouais, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Et au final, tous les amis que j'ai pu connaître, et peu importe où ils sont partis, bah, tu vois que l'institution, qui est l'éducation nationale, est beaucoup opaque. Donc au début, ils vont te, ils vont descendre vers le bas, quoi. Donc ils vont t'interdire quasiment tout ce que tu as proposé, toute initiative que tu as proposé. Ils vont dire non, non, tu fais foot, basket et tu fermes ta gueule, quoi. Grosso modo, ça va être ça, globalement. C'est assez compliqué. En fait, le prof, il est relativement tout seul. Après, il y a pire comme métier, évidemment. Et voilà. Eh ben, moi, je vais te raconter une anecdote parce que j'aime bien. Elle est dégueulasse, hein. Et je m'en excuse à l'avance. Mais je suis en vacances, alors je me lâche un peu plus et je fais un peu plus du hors sujet. On avait UNSS muscu à l'époque, dans mon année où je passais mon bac pro. On avait UNSS muscu, ça c'était vraiment cool. Et j'étais un peu à l'époque en charge du truc parce que j'étais plutôt à l'aise avec ça. Et il y avait un gars dans ma classe, il me tapait toujours ma bouteille d'eau. Il me cassait la tête, Gary. Il me cassait la tête, il tapait de la flotte à tout le monde. La super idée que j'ai eue, c'est qu'un jour, j'ai mis dans ma bouteille d'eau, j'ai mis du laxatif. J'ai foutu du laxatif et je lui ai dit, c'est de la protéine. Et il a bu ma bouteille. Je lui ai dit, vas-y, vas-y, bois, t'inquiète. Et après, j'ai lancé un concours de corde à sauter. Ben, je vous garantis qu'arrivé en cours d'histoire géo, le pauvre bonhomme s'est mis à transpirer. Mais il a transpiré, mais comme jamais. Et il était là en classe. Jusqu'à ce qu'il s'en aille en courant. Il a disparu pendant 45 minutes. Et à la récré, on est allé dans les toilettes, mon gars, parce que c'était juste des cabines, tu sais, séparées. On est passé par-dessus pour regarder ce qui se passait, accroupi sur le chiotte turc en train de vider ses boyaux, putain de bordel. Voilà. Donc l'UNSS Muscu, c'est bien et c'est drôle. Je m'en excuse auprès de ce cher Axel si tu nous écoutes. Désolé, mais c'était drôle sur le coup. Voilà. Ah, C'était ma mais petite anecdote des vacances. anecdote, j'espère qu'elle sera clippée par l'IA parce que ça fait de la vue, ça. Ouais, mais c'est un peu avec le temps, je me dis c'était quand même bâtard. Bon, je pense que c'était nécessaire, hein. Avec le recul, j'aurais dû faire des choses beaucoup plus comme ça que voilà. Et c'est intéressant parce que toi, l'UNSS, on n'en parle jamais. Moi, j'ai commencé le sport en dehors de l'école, enfin en dehors de l'école, par l'UNSS lutte, tu vois, à 14 ans. Là, j'ai commencé tard. Mes parents, ils n'avaient pas d'argent, enfin, ils voulaient pas me mettre de l'argent pour Mhm. le sport. Parce que, vu que ma mère est allergique au sport, elle va pas mettre un billet qu'en plus elle avait pas forcément dans un truc qu'elle ne valide pas, tu vois, enfin, qu'elle connaît pas. Donc, forcément. Donc, j'ai commencé par une SS8, c'était intéressant. Après, voilà, j'ai fait lutte, blablabla. D'autres anecdotes, mais bon, ça, on ira plus tard. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, sur les traumas qui sont causés justement, notamment au collège, c'est surtout au collège que les traumas se font parce que c'est là où les enfants sont les pires, en fait, sont les pires. Et tu sais, tu parlais surtout de la piscine, les traumas du au corps à la piscine, etc. Voilà, vas-y, tu te mets en slibard et let's go. Il y a aussi le fait de juste faire le foot basket, hein, le fameux foot basket. Hein, tout le monde est content de faire foot. Les mecs font foot, les filles font basket. Grosso modo, c'est ça. C'était ça en tout cas à l'époque. Et tu as aussi le trauma. Moi, je l'ai vu en clientèle énormément. Ça parle et c'est pour ça que je suis aussi chirurgical dans mes propos quand je suis quand j'ai ma cible, mon public cible, parce que je sais ce qu'elles ont vécu. T'as fameux le foot, c'est on faisait chou-fleur. T'as connu chou-fleur, chou-fleur. T'as les deux chefs d'équipe, ils font chou-fleur, Bien ils sûr. avancent les pieds
jusqu'à ce que le mec il monte, il mette le pied par-dessus l'autre, et c'est le mec qui commence à choisir son équipe. Donc il choisit les meilleurs, le super pote, machin, et à la fin il reste toujours deux personnes. Il reste soit la grosse ou le gros, ou l'handicapé, le truc comme ça, tu vois. Donc à la fin, ça paraît peut-être risible aujourd'hui, mais dans clientèle, et dites-vous que vous êtes coach, hein, qui nous écoutez, ou futur coach, que vous ayez quelqu'un de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, potentiel, bah, s'il est en face de vous et qui veut perdre du poids, il y a fort à parier que c'était cette fille, ce gars ou cette personne handicapée qui a été le dernier à être pris pour le foot. Et c'est resté un traumatisme, surtout que bah, les enfants, ils se faisaient pas pris pour dire que bon voilà, c'est le dernier, il sert à rien. Et en plus, tu vas aller au goal, quoi. Donc tu vas prendre le plus de place. Et FTG, ça Ouais, existe en fait. exact. Attends, juste une seconde, Gary, vas-y, je te laisse continuer. C'est pour ça que c'est important de connaître la psychologie des personnes en face de nous, parce que bah, plus on les connaît, plus on peut bah, vraiment abattre la cause qu'il y a pu avoir par le passé. Et des fois, ça peut remonter à 20 ans, 30 ans, 40 ans de traumatisme, hein. Et des traumatismes, c'est fort quand même. On s'en rappelle, hein, les images sont toujours en tête. Donc c'est assez dingue. Bah, autant te dire que moi je l'ai vécu, ça, hein, le truc du gros et de machin. En fait, après, tu deviens, quand t'es bon, tu te fais tes potes, donc ils te prennent, même si t'es le gros, tu vois. Mais moi, j'explique toujours que je suis nul au foot parce que la loi au quartier, c'était le gros, il va au but. Et en fait, vu que j'étais gros, moi, j'ai jamais appris à jouer au foot. Par contre, faut savoir une chose, c'est que j'étais très bon gardien de but. Ce qui fait qu'à l'UNSS Foot, c'était moi le gardien de mon équipe. Tu regardes, j'ai encore des photos sur Facebook là où je suis gardien d'équipe et on a fait des bêtes de match. Mais en fait, il faut juste savoir contourner le système. T'es gros, tu vas au but, bah ouais, bah deviens bon au but. Et c'est exactement ce que j'ai fait, tu vois, c'est de la résilience. Ouais, ouais, on m'a mis au but. Non, en fait, je deviens bon au but et je deviens indispensable au but. C'était moi ou Laurent, d'ailleurs. Si tu nous regardes, Astro, si tu nous regardes, on était les deux gardiens et on était les meilleurs. Voilà, c'est dit. Et, mais par contre, le gros qui reste en dernier, on l'a tous connu, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, Ça mais tu sais pique, que. ça Tu sais, pique. bah, Mais, mais tu sais qu'en futsal, au début, j'étais. Bah, c'est tout le monde, c'est quand t'es jeune, c'est tout le monde en attaque. Parce que tu veux marquer, tu veux être le mec qui célèbre et qui, tu vois, qui gagne. Et au fur et à mesure, tu vois, je me suis retrouvé en défense parce que bah, j'étais déjà très grand. Enfin, très grand. Ouais, je faisais déjà. En CM2, je faisais un 75, je crois. À 11 ans, je faisais un 75. Donc, j'étais grand. J'étais deuxième plus grand. Tu vois, un 75, bah, je faisais presque ta taille. sérieux, c'est ma taille presque. Ça, c'est drôle. Bon, club. Ou j'étais en défense et moi j'étais déjà un peu kamikaze, c'est-à-dire moi j'avais pas peur de tacler, tu vois, j'en ai rien à foutre. C'est toujours le cas. Et au fur et à mesure, je me suis tout en défense ou au goal. Et en fait, au goal, bah pareil, j'ai excellé parce qu'en fait j'étais dernier rempart. J'ai toujours une vision, tu vois, bah, même en entrepreneuriat, j'ai toujours une vision vraiment particulière et je pense assez, je me fixe à ma vision. Et du coup, vu que je pouvais tout voir, bah en fait j'anticipais tout et j'allais vraiment au contact. Du coup, j'étais célébré comme si j'avais marqué un but des fois, parce que j'étais vraiment le dernier truc. Et c'était dernier rempart. Et c'était hyper intéressant, hyper jouissif. Et justement, je me retrouve dans ce que tu dis, dans contourner le système. Au final, on nous met à une place dans l'échiquier. Mais après, c'est à nous de changer de place dans l'échiquier, en fait. Juste de pas pleurer, de chouiner, encore une fois. Parce que, bah voilà, il y a deux cas de figure. Soit on est un loser et on reste loser, soit on est un loser et on devient winner. Donc chacun a les cartes en main pour changer ça. Rien n'est figé dans le temps. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'en fait, ne vous laissez pas abattre, rebondissez. Parce que si vous vous mettez à chialer, vous irez nulle part. Exactement. Non, mais c'est vrai. Vraiment. Si j'aurais pu me dire, non, en fait, tu deviens le meilleur, c'est tout. Peu importe où on te met, tu fais en sorte de devenir indispensable. En fait, c'est une leçon de vie, ça. C'est peu importe où les gens ils veulent te mettre, eh ben, ouais, vas-y, ben, mets-moi, vas-y, tu vas voir. Je vais devenir meilleur. Tu sais quoi, j'ai commencé mon boulot en Suisse, j'étais responsable 5S. Responsable 5S, j'étais avec le mec qui nettoyait. J'ai vidé des poubelles dans une menuiserie. J'ai vidé des poubelles, j'ai regardé des trucs, je regardais, j'analysais. Bah, tu sais quoi? On m'a mis à un autre poste, j'ai gravi des échelons. Et au début, les gens qui m'appelaient le responsable 5S ou le roi des poubelles, eh ben, c'est des mecs qui travaillaient avec moi ou qui travaillaient sous moi. Tu vois, j'avais mon petit téléphone, j'étais en contact avec la direction, j'avais mon véhicule de fonction quand il fallait. Et encore une fois, tu vois, c'est une question de résilience.
Ouais, ah ouais, bah t'es le responsable des poubelles. Bah, de un, le roi des poubelles, je t'emmerde parce que je gagne 3500 balles par mois. Et de deux, quand j'ai pris du galon, eh ben, allez vous faire mettre le responsable des poubelles et le roi des poubelles, eh ben, il vous a bien ken. Donc la résilience, c'est la chose importante. Peu importe où les gens veulent te mettre, c'est à toi de te rendre indispensable là où on t'a mis pour montrer que t'es le meilleur, quoi qu'il arrive. Fuck off. C'est ça, et pareil, tu vois, au niveau de la concurrence, le problème des coachs français, je disais pour peut-être clôturer l'épisode, je disais que, comme vous le savez, moi j'ai commencé dans un Basefit il y a 8 ans, donc là actuellement je suis dans le local team, dans le local des employés pour tourner podcast. Et en fait, au mois d'août, il y a un club qui a ouvert un autre club de marque concurrente, Métabolique, qui fait partie du groupe Keep Cool, avec Neoness. Maintenant, Keep Cool, ils ont Neoness et Métabolique, tu vois, c'est des franchises à part. Et ils touchent pas le même public, c'est ça qui est intelligent de leur part. Et il y a un club qui est ouvert à c'est-à-dire que limite le parking, il est mitoyen. Et le problème, c'est que les coachs français, et même les Français, Le problème. ne regardent que eux. C'est-à-dire, ils ne regardent pas ce qui se fait à l'étranger. C'est-à-dire que là, ça a choqué beaucoup de monde à Olivet, dans ma ville, parce que les salles sont limite côte à côte. Enfin, ils sont côte à côte. Presque le mur est presque mitoyen. Sauf que quand tu vas à l'étranger, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, par exemple, bah, avoir X salles, X studios, X studios de yoga, de coaching dans une même rue, bah, c'est normal, c'est classique, en fait. Sauf que nous, bah, c'est encore rare parce on est encore au début. Ce n'est que le début encore de la révolution du coaching, de se mettre au sport pour être en bonne santé, etc., ou pour performer. Et en fait, de par cette expérience, de cette histoire que je vais vous raconter, c'est que du coup, il y a plein de personnes, et notamment même des coachs, qui ont dit, ah, mais ça va pas poser problème qu'il y a une salle qui ouvre à côté. Non, mais ils vont tous partir, les gens. Tu vois, ça, c'est une peur de coach classique. Et en fait, ce que j'ai dit, c'est en fait, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont adorer dire des adhérents, ah bah on veut partir à côté, adorer le verbaliser. Mais ceux qui veulent le montrer plus, c'est ceux qui vont revenir très vite plus tard, déjà dans le premier temps. Et puis voilà, on n'est pas à ça près. Et surtout, c'est un public différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les marques de salles de sport en France, presque, draguent la génération Z. C'est-à-dire que Métabolique est une salle où il y a des néons rouges, un peu comme Honor ou One Fitness Club. Hein, c'est presque la même DA en fait. C'est presque copié-collé avec du Hammer Strength, partie Aerox, enfin, tout est à la mode. Et en fait, ça va attirer peut-être les 20 ans, 30 ans, peut-être même moins. Et en fait, peut-être que ce public-là va partir. Donc à tous, merci de votre écoute. Euh, j'espère revenir tout bronzé. Celui qui fera la vanne de Mais Mathieu, t'es noir, je te fais un gros doigt d'honneur ou un doigt de noir. Gary, merci pour ton attention. C'était un épisode riche en rebondissements. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ciao.